Merci d'être présent et d'être présent à l'heure. Nous sommes 70 en ligne et il y a plus de 350 inscrits, je crois. Donc, on a parlé un instant avec Laurent. On se propose de patienter quelques petites secondes avant de démarrer le vif du sujet. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, on ne va pas faire le quart d'heure parisien parce que sinon ça va trop empiéter sur le webinaire et on a plein de choses intéressantes à vous raconter. Mais on laisse à ceux qui étaient déjà dans un webinaire juste avant le temps de se connecter et de nous rejoindre. Parce qu'il y a beaucoup d'inscrits et donc tout le monde n'est pas encore là. Donc le compteur monte. Nous sommes presque 78, presque 80. On a dépassé les 80. On a dépassé les 80, ça y est. Alors, on va se donner, il est 16h01. Allez, on se donne encore une minute, Nicolas? Une minute. Mais, c'est voilà. Le quart d'heure parisien réduit à sa plus simple expression. Voilà, c'est le quart d'heure parisien ou tourangeau, parce que moi, c'est un quart d'heure tourangeau qui, sur Internet, se réduit à quelques minutes. Je sais pas si vous avez remarqué que tout le monde est à l'heure. Quand on a rendez-vous en visio, maintenant, quand on a 3 minutes de retard, on s'excuse, ce qui n'arrive jamais dans la vie réelle. Bon, je crois que l'heure est arrivée, ça monte toujours. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour parler de ce sujet essentiel de l'évaluation des soft skills. Qu'est-ce qu'on fait, Nicolas? Eh bien, on y va. On y va. Allez, donc, on peut peut-être dire qui on est déjà. Voilà. Alors, je commence. Ah bah oui, bien sûr. Donc, je suis Nicolas Morel. Je suis le dirigeant de la société Monkey-Taille. Monkey-Taille, c'est un éditeur, pour commencer, un éditeur de logiciels. Et notre raison d'être, notre objectif, c'est de faire en sorte que vos collaborateurs, en arrivant le lundi matin, disent « chic, c'est lundi, je vais au boulot ». Autrement dit, qu'ils soient alignés entre ce qu'ils font au travail et ce qu'ils sont. C'est ce que nous appelons le matching affinitaire, le fameux matching affinitaire dont Monkey-Taille est à l'origine, en fait, et c'est même une marque déposée par la société. Et donc, nous sommes un éditeur de logiciels avec 3 axes. Un axe recrutement externe, aide à l'évaluation des candidats. Deuxième type d'offre sur la gestion des talents interne, et puis avec un cas d'usage très fort sur la mobilité. Et puis, troisièmement, une offre d'aide au repositionnement professionnel. Voilà, et donc le sujet des soft skills est au cœur de notre ADN depuis l'origine. Alors moi, je suis Laurent Depont. Alors après avoir été longtemps dans de grandes entreprises où j'ai travaillé sur beaucoup de sujets et en particulier sur les questions de talent management et où je me suis posé beaucoup de questions sur la façon dont on évaluait les gens, la façon dont on pouvait bien les positionner sur les bons postes pour qu'ils s'y épanouissent de façon durable et où je me suis rendu compte qu'on avait fait beaucoup de bêtises, eh bien je suis allé me former à l'Institut de neurocognitivisme dont je suis aujourd'hui le directeur du développement. Et l'Institut de neurocognitivisme, eh bien, c'est une association sans but lucratif qui a pour vocation d'aider les individus et les organisations pour faire en sorte que les gens soient mieux, travaillent mieux, soient plus performants. Et pour ce faire, eh bien, outre le partenariat que nous avons avec Monkey-Taille, nous aidons à décrypter le fonctionnement du cerveau et nous apportons des solutions concrètes, opérationnelles de formation à l'approche neurocognitive et comportementale, qui est vraiment le cœur de notre réflexion scientifique, des formations, mais aussi des offres de conseils. Donc, pour intégrer, je dirais presque de l'ANC Inside dans nos offres de conseils, entre autres en matière de talent management, du coaching, et également des outils de profilage, et c'est là ce dont on va vous parler aujourd'hui, et ça va jusqu'au nudge. Donc, et c'est pour ça que la logique de notre partenariat avec Monkey-Taille, et je dirais, pour le résumer, tu me pardonneras Nicolas, c'est que nous avons un moteur d'exception dans une carrosserie d'exception pour que, pour les utilisateurs, il y ait une expérience conducteur maximisée, optimisée. Merci pour cette exception nous concernant. Je ne sais pas si nos auditeurs vont trouver qu'on a les soft skills de l'humilité. Mais... Non, absolument pas. Très bien. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Voilà ce qu'on vous propose de voir ensemble dans 40 minutes, sachant que nous laisserons à la fin un temps de questions-réponses de 10 bonnes minutes. 10 grosses minutes pour des questions et des réponses. Et donc,
ce que nous vous proposons, c'est dans le chat participant que vous avez sur la droite de votre écran, de poser des questions. Et nous avons une aide qui va les sélectionner et à la fin, on répondra à toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas à tout moment. Donc ça, j'ai commencé par la fin. On va commencer donc par essayer par définir ce que quelle est notre vision des soft skills. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas, et du coup, auquel s'intéresser. Et puis, dans un second temps, on va bien sûr parler du sujet principal, c'est de l'évaluation des soft skills. Peut-on évaluer les soft skills? Et si oui, comment? Avec quelle méthode? Et enfin, on terminera par, avant les questions-réponses, par un petit retour d'expérience d'un de nos clients. Donc, s'agissant, alors notre vision sur les soft skills, j'aime bien faire ce petit exercice. J'avais écrit un article sur le sujet des soft skills il y a quelques années, c'était en 2017, et j'avais obtenu, je crois, j'avais tapé sur Google le mot soft skills, et à l'époque, j'avais obtenu 34 millions de résultats. Là, j'ai fait le même exercice il y a quelques jours, vous voyez, et j'ai 634 millions de résultats possibles, donc de sites possibles. Et quand vous rentrez sur un site, vous avez 12 000 définitions, approches, etc. Donc cette jungle devient exponentielle. Et si même on tape évaluation des soft skills, alors on est à 96 millions de réponses de sites qui prétendent fournir une information sur le sujet. Donc c'est vrai que la jungle est très touffue. Alors déjà, est-ce que soft skills et personnalité, c'est la même chose? Est-ce que c'est proche? Eh bien, avant de répondre à cette question, je vais ouvrir les votes à l'instant et je vous propose une question. Donc, pensez-vous que la personnalité soit un bon indicateur des soft skills d'un individu? Vous répondez oui, non ou ne sais pas. Et vous avez moins d'une minute maintenant, puisque j'ai ouvert le sondage, pour répondre à cette question. Et on va regarder ensemble les réponses pour globalement. Vous êtes 115 en ligne en ce moment. Alors, on va pas attendre le résultat du sondage, Nicolas. Non, on va peut-être pas attendre. On va continuer à s'exprimer dans ce temps-là. C'est vrai que chacun y va de sa priorité, de sa définition. Que parfois on confond, non pas hard et soft, encore que la frontière soit pas toujours si simple à définir, mais les gens confondent parfois les qualités de savoir-être et les qualités de savoir-vivre. Pour autant, tout le monde s'accorde, recruteurs, RH, dirigeants, collaborateurs, tout le monde dit, voilà, les soft skills, c'est essentiel. Alors, pensez-vous que la personnalité soit... Alors, nous avons les résultats, je ne sais pas si vous les avez sous les yeux. Pensez-vous que la personnalité soit un bon indicateur des soft skills d'un individu? Oui, 69%, non, 20%, ne sais pas, 10%. Donc, effectivement, on voit que la question se pose. En fait, nous pensons, nous, que ce sont deux concepts différents, deux approches différentes, complémentaires mais différentes de l'analyse d'un individu. Les tests de personnalité ou la personnalité, c'est une présentation statique d'un certain nombre d'éléments de caractère de l'individu. Les tests de personnalité les plus connus sont des tests basés sur une méthodologie qui s'appelle le Big Five. Et alors, parfois, ils portent des noms différents, ça peut être... Mais très souvent, ils reposent sur cette méthodologie qui présente la personnalité d'un individu à travers ces 5 axes: l'ouverture d'esprit, la conscience professionnelle, l'extraversion, la convivialité, qui peut parfois être appelée autrement, et la stabilité émotionnelle. Et puis, à l'intérieur de ces 5 axes, on va retrouver différents items. La personnalité, c'est une chose, mais les soft skills, en fait, c'en est une autre. Les soft skills, comme leur nom l'indique, ce sont des skills, ce sont des compétences qui sont en germe en nous et qui vont ou pas s'épanouir et qui peuvent ou pas se développer, mais ce n'est pas la même chose que la personnalité. Si on peut prendre quelques exemples. On peut, par exemple, si vous avez, si vous êtes doté d'une certaine forme d'altruisme, par exemple, eh bien, cette qualité va pouvoir ou non s'exprimer de façon dynamique suivant le métier que vous exercez. Si vous êtes une infirmière
ou si vous travaillez dans un métier social, eh bien, cette qualité d'altruisme va être très importante. Vous allez être valorisé, vous allez la développer, alors que si vous travaillez dans un autre univers, je sais pas, par exemple, si vous êtes trader sur une salle de marché, cette skill, cette qualité-là va rester en jachère, ou bien ne sera ni un handicap, ni même un point fort pour vous aider à vous développer. Laurent, Alors, oui, alors les soft skills, oui, pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Ben, il faut peut-être parler des enjeux de la période. Parce que ce que Nicolas nous a expliqué, c'est que les soft skills, ce qu'étaient les soft skills, mais en fait, pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Parce qu'on on a basculé avec la pandémie dans le monde VUCA. Le monde VUCA, c'est un concept de la NASA, le monde volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est-à-dire que tout est plus compliqué, tout va plus vite, et il faut analyser de multiples paramètres. Et ça, la pandémie l'a révélé. Elle ne l'a pas inventé parce que c'était des tendances de fond, mais elle l'a révélé. Et face à tout ça, eh bien, on a identifié qu'il fallait absolument être adaptatif, être capable de s'adapter à tout ça. Il fallait être capable de gérer la complexité, de gérer l'incertitude. Et donc, derrière, eh bien, il y a des soft skills qui sont absolument à mobiliser pour toutes les organisations. Alors, par exemple, le forum de Davos a identifié donc les compétences de l'économie 4.0. Et dans les compétences de l'économie 4.0, ils ont positionné le curseur à 2025. Eh bien, dedans, c'est quasiment que des soft skills qu'ils ont identifiés comme étant critiques pour les organisations. Les seuls qui ne soient pas des soft skills, c'est des compétences techniques, donc technology use, technology design, mais tout le reste, ce sont des soft skills. Et si on regarde lesquels sont les plus critiques en ce moment, eh bien, pensons simplement à ce qui va se profiler dans les mois, dans les semaines à venir avec le retour au travail. On va devoir apprendre à gérer des équipes à moitié en présentiel, à moitié en distanciel quand on est manager, puisque 86% des télétravailleurs contraints veulent continuer le télétravail. Tout ça, ça a des effets colossaux sur les modèles économiques de certains secteurs. Les transports, par exemple, les locations de bureaux. Donc, la relation commerciale aussi va devoir se modifier. Donc, tout ça, ça nécessite de s'adapter. Et puis, il faut aussi prendre en considération le fait que, par exemple, 49% des salariés ont été identifiés comme en détresse psychologique à la fin de l'année dernière. Est-ce que ça a perdu? On ne sait pas encore. Mais potentiellement, moi, ce que je voyais hier en intervenant devant des groupes de managers, ils ont beaucoup d'interrogations. Et 72% des cadres, selon l'étude des tendances Deloitte de l'année dernière, disent que l'adaptativité est une priorité et ils pensent que seulement à hauteur de 17% que leurs coéquipiers sont prêts pour ça. Donc tout ça, ça veut dire de la souplesse, de l'esprit critique, de la créativité, de la résistance au stress, de la résilience pour encaisser les échecs et être capable de rebondir. Bref, il faut aussi de l'intelligence relationnelle pour comprendre la fragilité des équipes. Et je dirais, dernière soft skill qu'il va falloir mobiliser, c'est la capacité à savoir instruire la décision et à décider sans procrastination, puisque je vous rappelle que 95% de la performance opérationnelle est liée à la qualité décisionnelle. Et donc, avec tout ça, vous comprenez bien qu'on ne peut plus faire au poids et à l'œil comme on évalue un beefsteak. Il faut bien sûr passer à une autre génération d'évaluation des soft skills. Alors, l'idée là, effectivement, à l'intérieur de ces 700 millions de sites, là, Laurent, tu nous as donné les quelques grandes matières principales liées au monde d'aujourd'hui, à ce monde VUCA, ce monde volatile, incertain, etc. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se concentrer sur les quelques-unes essentielles qui nous intéressent dans ce monde-ci. Et du coup, la question, puisque c'était un peu le titre provocateur de notre webinaire, c'est peut-on évaluer les soft skills comme on évalue un beefsteak avec des étoiles, 3 étoiles sur 5. Alors, est-ce qu'on peut avoir 3, 4 ou 5 étoiles en adaptabilité, par exemple, puisque c'était une des soft skills que tu identifiais comme étant clés dans le monde d'aujourd'hui? Poser la question, c'est y répondre, effectivement. Ce dont nous sommes persuadés, on va en parler tout de suite, c'est que ces soft skills, elles s'évaluent de manière dynamique. On n'a pas toujours le même comportement, la même attitude en fonction des circonstances, suivant des situations.
on ne se comporte pas de la même manière, ou on n'a pas la même écoute et même la même adaptabilité, par exemple, chez ses beaux-parents ou chez ses parents, chez des amis ou au travail. Et tout ceci dépend d'éléments de contexte, d'irritants, on va en parler. Et donc, parfois, on a 3 sur 5, et puis parfois, on a 5 sur 5, en fonction des circonstances. Donc, les soft skills s'évaluent de manière dynamique. Les méthodes du marché aujourd'hui, donc, il y a un certain nombre. Alors, donc, je vais revenir peut-être sur le sujet. Donc, la personnalité, évaluer la personnalité, ça marche bien. Il y a des tas d'outils qu'il faut. Il y en a un chez Mokitai, qui est un test de personnalité qui est très connu. Il y a plus de 500 000 personnes qui l'ont passé. Et ça donne des résultats fiables et exacts. Simplement, ce sont des résultats qui ne sont pas prédictifs de la réussite d'un individu sur un poste ou sur un métier. Certains vont utiliser l'intelligence artificielle pour essayer, à partir de data qui sont souvent issus d'un CV. Donc, lire un CV et comparer ce CV à des millions d'autres CV de même nature et en traduire des indicateurs sur les soft skills des individus. Alors là, je t'arrête tout de suite, Nicolas, parce que je dirais garbage in, garbage out, comme on dit en informatique. Hein. Un CV, on sait très bien, on l'a tous fait, on peut le trafiquer, puisqu'on en fait un à chaque fois. Et donc, les données qui sont dedans ne servent à rien, elles ne sont pas interprétables. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Et les CV auxquels on le compare sont tout aussi, comment dire, un CV, c'est plus le reflet de la manière dont on souhaite être perçu que la manière que ce qu'on est réellement. C'est déclaratif, donc, oui. Voilà, c'est très déclaratif. Donc, d'autres veulent évaluer les soft skills à travers, par exemple, des entretiens vidéo différés, qui sont des outils intéressants par ailleurs, mais évaluer avec une IA la manière dont on se comporte à l'écran ou devant une caméra, si on lève les yeux en haut à droite, en bas à gauche, etc., la richesse de son vocabulaire dans cet exercice-là, et en traduire des qualités comportementales, à nouveau, ça ne repose sur aucune donnée scientifique. Et puis surtout, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a des éléments de contexte. Il y a les cultures aussi des gens, l'interprétation des différences culturelles dans la gestuelle. Absolument. Regarde, moi, je parle beaucoup avec les mains, par exemple, par rapport à toi qui est plus statique. Est-ce que ça veut dire que je suis plus dynamique? Je sais pas. La question de l'assertivité, les individus sont parfois plus à l'aise devant une caméra, certains que d'autres. Et puis la fatigue aussi. Le jour où on a mal de crâne pas possible, franchement, faire son entretien vidéo, c'est peut-être pas une bonne idée. À nouveau, oui, tout à fait. Donc, on ne peut pas évaluer de manière statique comme ça quelqu'un. À dire d'expert, qu'est-ce que c'est à dire d'expert, on a aussi un outil qui permet, par exemple, de demander à des référents d'un candidat ou d'un individu de se prononcer sur lui, sur une grille d'évaluation. Bon, ce sont des outils à nouveau qui sont intéressants, mais qu'il faut pas, dont on sait bien, dont on connaît aussi les limites en termes de subjectivité, en termes de biais, conscients ou inconscients, de la part des évaluateurs, qui peuvent parfois sur- ou sous-évaluer quelqu'un en fonction de leur vécu avec lui ou du fait qu'ils veulent le voir partir ou au contraire, ils veulent le garder dans leur équipe et donc ils ne veulent pas le voir partir et vont le sous-évaluer. Donc, ces méthodes ne sont pas satisfaisantes. Alors, la bonne nouvelle, Laurent? Oui, alors tout à fait. Et je rajouterais même l'humeur, Nicolas, ce que tu viens de dire, parce que pour avoir répondu à des 360 degrés, moi, selon mon humeur vis-à-vis de la personne concernée, je répondais tout bien ou tout moins bien. Donc, et je ne pense pas être le seul à faire ça. Donc, nous sommes des individus, des humains, et donc on a aussi ces humeurs qui nous perturbent parfois dans notre jugement. Il y a sûrement des recruteurs dans la salle et des statistiques dans les études ont montré que effectivement le taux de tri des CV n'était pas le même le matin ou l'après-midi, par exemple. Oui, il y a beaucoup, ça varie. Il y a des études qui ont montré ça. Il y a aussi la fatigue décisionnelle, la fatigue d'évaluation. Et donc, en début de vacation, on est beaucoup plus objectif qu'à la fin d'une vacation. Pour travailler beaucoup sur les biais, c'est un sujet que j'ai pas mal abordé. Et donc, le conseil pour les recruteurs, c'est jamais faire des rounds de recrutement. Mais il y a une méthode qui permet de vous aider. Si elle veut bien, voilà. Alors, mais pour parler de cette méthode, on peut revenir en arrière, Nicolas, parce que j'ai l'impression que le temps de latence nous bloque. Repartons du cerveau humain. D'où vient cette méthode? Cette méthode, elle est issue de la science. C'est issue des recherches qui ont été menées donc par de nombreux chercheurs. Et en fait,
elle s'appuie sur le fonctionnement du cerveau. Le fonctionnement du cerveau, vous le savez peut-être, eh bien, il a deux modes. Il a un mode des programmations. C'est tout ce qui nous aide dans toutes les situations du quotidien, pas consommer trop d'énergie, à nous déplacer, à décider, à fonctionner dans des situations simples, connues. Par exemple, quand vous roulez sur une route que vous connaissez parfaitement, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'animaux qui traversent, il fait beau, vous connaissez la voiture, tout va bien. Vous n'avez rien de nouveau. Et là, vous êtes sur votre mode programmatique, je dirais. C'est les programmes qui sont dans votre cerveau. Alors, ces programmes, ils sont de trois natures. Alors, il y a tout ce qu'on appelle la gouvernance instinctive. Ce n'est pas une zone du cerveau, ce n'est pas cerveau droit, cerveau gauche, etc. C'est des réseaux neuronaux. La gouvernance instinctive, c'est tout ce qui est l'instinct de vie et de survie, et qui aussi embarque le stress, parce que le stress, c'est lié à l'instinct de survie. Donc ça, c'est ce qui vous fait vivre, vous reproduire, enfin bref, vous fait avoir envie de manger, de boire. OK. La gouvernance grégaire, deuxième gouvernance programmée, c'est tous les rapports sociaux qui sont embarqués dans cette gouvernance. La façon dont on fonctionne ensemble, la façon dont on se comprend, se décrypte. Là, je vois que Nicolas, il s'embête, il rumine parce que je le vois à ses signaux du corps. Tout ça, c'est ce qui permet de structurer le fonctionnement d'un groupe, le fonctionnement d'une organisation aussi, nous en collectif. Donc, et c'est ce qui détermine le niveau de confiance en soi que l'on peut avoir et de confiance dans les autres. Et tout ça, cette gouvernance grégaire, elle donne lieu à des paramètres. Chaque individu est paramétré en matière de gouvernance grégaire et ça se termine, pour la petite histoire, à la fin de la petite adolescence, vers 12-13 ans, cette programmation. Et puis la gouvernance émotionnelle qui se construit tout au long de la vie, c'est ce que j'aime pas, mes motivations, mes valeurs, mes intolérances, et tout ça, ça me structure aussi et ça fait que je me dirige vers quelqu'un ou quelque chose ou pas. Et donc, tout ça, c'est le mode programmatique. Mais ce qui est le plus intéressant dans l'espèce humaine, c'est qu'on a dû faire face à tout un tas de situations nouvelles, inconnues, dangereuses. On a dû apprendre de nouvelles choses. Et on a développé une capacité spécifique qui est la gouvernance adaptative. L'intelligence adaptative qui est localisée dans le cortex préfrontal, là, majoritairement, même s'il y a des réseaux et elle va irriguer tout le cerveau. Et donc, cette intelligence adaptative, elle nous permet de nous adapter à la nouveauté, d'apprendre de nouvelles choses. Elle nous permet d'être nuancés, créatifs. Elle nous permet d'avoir une opinion personnelle. Et donc, vous l'aurez compris, la gouvernance adaptative, c'est celle qui permet la meilleure expression des soft skills. Donc, il faut la mobiliser. Et ça, contrairement à ce qu'on disait avant, ça s'apprend, ça se muscle, cette capacité à passer de nos programmations à celles qui nous aident à rouler sur une route inconnue, en situation de danger, parce qu'il y a plein d'animaux qui traversent, il fait un temps de chien, il y a une tempête, voire même on roule à gauche parce qu'on est dans un pays anglo-saxon. Donc, on apprend quelque chose et c'est là que ça se passe. Donc, retenez ça, les programmations versus la décision, la prise de commande du cerveau, et ce qu'on appelle la bascule mentale permet de passer d'un mode à l'autre et de prendre les commandes de son cerveau. Alors tout ça, ça repose, je ne vais pas vous irriguer avec des fondements scientifiques, vous aurez ces supports, mais c'est sur des travaux de chercheurs, et notamment de celui qui a inventé l'approche neurocognitive et comportementale, qui l'a structurée, Jacques Fradin, avec son équipe, qui l'a modélisé, donc grâce à une équipe pluridisciplinaire. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que l'ANC, c'est pas une chapelle, c'est plein de travaux de recherche différents qui ont été structurés sous la houlette de Jacques Fradin, et Jacques Fradin qui, pour la petite histoire, est aujourd'hui mobilisé pour la transition climatique, pour faire en sorte que les humains changent de comportement sans que ce soit douloureux pour eux, pour essayer de faire en sorte que la planète n'explose pas. Donc, alors, ce que tu viens de dire en quelques minutes, c'est le fruit de plus de 30 années de recherche, 30 années en délai, et près de 90 années hommes de R&D par Jacques Fradin et son équipe, dont l'INC est en fait une émanation, l'Institut of Neurocognitive est une émanation opérationnelle, visant à déployer cette approche dans les organisations françaises. Voilà, on est les dépositaires opérationnels du travail de Jacques. Nous, on traduit tout ça en outils de vulgarisation pour les RH, pour le talent management, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, donc à travers cet outil d'évaluation des soft skills dont on va parler. Alors, cette évaluation des soft skills, eh bien, elle se fait à travers une évaluation, ça va trop vite, à travers une évaluation de la dynamique comportementale des individus. Comme Nicolas nous l'a rappelé,
les tests, c'est très intéressant. On nous met dans des couleurs, dans des boîtes, on nous explique comment on fonctionne à un instant T, mais ce n'est pas ça qui fait qu'un individu va être bien positionné sur un bon poste. Ce n'est pas ça qui va aider un talent manager. Si je résumais l'ANC, je dirais que c'est une grille de lecture qui permet d'identifier ce qui met en mouvement ou ce qui freine un individu. Sa force, c'est son modèle. C'est toute la modélisation qui a été faite derrière. C'est une modélisation multifactorielle avec plusieurs dizaines de paramètres, mais qui est rendue simple grâce aux outils de Nicolas pour que des RH, des talent managers puissent maîtriser cette complexité humaine et qu'ils puissent la mettre en œuvre opérationnellement. Et donc, si je reviens à cette histoire de dynamique comportementale, eh bien, comment ça se traduit en fait concrètement ces modélisations? Qu'est-ce qu'elles évaluent? Qu'est-ce qu'elles nous donnent? Eh bien, elles font un inventaire de 6 métriques. Des métriques qui montrent comment l'individu se met en mouvement. Comment il se met en mouvement? Eh bien déjà, quelles sont ses motivations énergisantes? Les motivations énergisantes, ces motivations inconditionnelles et durables, sont celles qui lui donnent de l'énergie, qui lui donnent du plaisir, qui lui permettent de se ressourcer quand il fait quelque chose qui lui plaît. Alors, il y a quelqu'un qui dit, c'est un de mes collègues qui raconte cette histoire, c'est que lui, il déteste tondre le gazon. Et en fait, il dit, comme il est musicien, il dit, je mets du rock'n'roll dans ma tondeuse. Il introduit des choses qui lui donnent de l'énergie pour faire une chose qui est plutôt rébarbative pour lui. C'est ça, une motivation inconditionnelle et durable. A contrario, le modèle permet d'identifier les motivations énergivores, celles qui vont nous épuiser, les motivations qui font qu'on va dépenser de l'énergie. Alors, les motivations énergivores, eh bien, c'est quand on est en train de faire un truc qui nous pompe de l'énergie, qu'on n'est pas au bon endroit. Mais il peut se faire aussi qu'on ait des motivations conditionnelles. Conditionnelles, c'est-à-dire je le fais pour gagner de l'argent, pour faire plaisir à mes parents, pour faire plaisir à quelqu'un, ou je le fais pour une raison. Et dans ces cas-là, eh bien, il faut retrouver, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le plaisir, il faut retrouver le rock'n'roll dans la tondeuse pour que cela fonctionne. Avec ça, on commence à comprendre comment le bon positionnement peut être prédictif du succès sur un poste ou une fonction. Mais l'ANC, en fait, identifie aussi les irritants, les choses qui nous agacent, qui nous mettent en colère, qui nous épuisent par ces petites gouttes d'acide de tous les instants. Par exemple, si moi, je dois remplir une timesheet, une évaluation, un truc administratif, eh bien, ça va me consommer de l'énergie. Si on me le demande, ça va m'énerver. Et donc, je vais perdre de l'énergie avec ça. Je ne vais pas aimer, je ne vais pas être bon sur une fonction où il faut être rigoureux, où il faut bien noter toutes les choses. L'ANC permet aussi d'identifier le niveau de confiance que l'on a en soi, son assertivité, le niveau de confiance qu'on a dans les autres. Et tout cela, ça conditionne aussi la réussite au sein d'un groupe, au sein d'une équipe. Si on n'a pas confiance en soi, si on n'a pas confiance dans les autres, les interactions, l'intelligence relationnelle, elle est plutôt basse. Donc là, il faut se concentrer sur des fonctions d'expertise plutôt que sur des fonctions managériales, par exemple. Et donc, ce modèle nous permet d'identifier les gens qui ne sont pas faits pour du management. Parce qu'il y a d'énormes catastrophes dans les entreprises. Moi, j'en ai vu beaucoup dans mon parcours, de gens qui sont d'excellents experts, et qu'on positionne sur des fonctions managériales alors qu'ils n'ont pas l'assertivité suffisante. Ils s'épuisent et ils sont de très mauvais managers. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la capacité d'adaptation des individus face au changement. Si on met des individus peu adaptatifs sur des jobs où on doit changer sans arrêt de business model, de contexte opérationnel, voire de site, eh bien ces gens, ils vont être en panique. Et donc, on a des RPS qui se profilent. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de les identifier. Et le modèle le permet. Et puis, aussi, pour éviter les RPS, il y a ce qu'on appelle en ANC le surinvestissement émotionnel, ce qui nous consomme trop d'énergie. Par exemple, moi, je suis très, très engagé. Vous vous rendez compte à ma voix, je parle vite, etc. Et quand j'étais sur mes fonctions, des fonctions passionnantes, eh bien, je consommais trop d'énergie au risque d'être en burn-out. Et donc, il faut essayer d'identifier cela pour prévenir aussi les RPS et donc positionner les gens sur des fonctions qui leur correspondent vraiment de façon durable.
Alors, on va illustrer ce que vient de dire Laurent sur une des dimensions de l'ANC. Donc, peut-être, en écoutant, je me suis demandé si on était clair. Cette approche neurocognitive et comportementale, en fait, comment ça se passe? En fait, c'est un des livrables, un des outils créés par les équipes de l'INC, c'est un questionnaire d'évaluation de la dynamique comportementale. Donc, c'est un questionnaire avec voilà, des questions, des choix de réponses, etc. Ça n'est pas un test, c'est pas un test psychométrique, c'est un questionnaire. Et ce questionnaire va explorer les dimensions que Laurent vient de rappeler. Je ne vais pas le refaire. Et donc, il est utilisé donc, sur notre plateforme. Et là, on a l'illustration, par exemple, en matière d'adaptation, de dynamique d'adaptation, sur la manière dont ça se passe pour un individu. C'est un cas réel. En temps normal, c'est la partie bleue, ici. Et puis, lorsque cette personne est en difficulté, comment elle fonctionne. Donc, là, on le voit bien, par exemple, sur le paragraphe, donc on est sur la dynamique d'adaptation qui a six sous-items, la curiosité, la souplesse, le sens de la nuance, la capacité à relativiser, la capacité à réfléchir, la réflexion, à mettre son préfrontal en action, et la capacité à exprimer ses opinions personnelles. Et pas celle du groupe. Et pas celle du groupe. Et donc, on voit quelqu'un qui, par exemple, sur le thème de la curiosité, en temps normal, il est plutôt voilà, dans les échelles très élevées. C'est quelqu'un de pleinement curieux qui va chercher activement la nouveauté, qui va explorer spontanément. Mais quand il est en difficulté, là, on voit que il se rapproche plutôt de l'autre côté de l'échelle d'évaluation. Il va préférer rester en terrain connu, dans les rails qu'il a l'habitude et les routes qu'il a l'habitude d'utiliser. Et vous voyez, pardon Nicolas, vous voyez bien la différence d'un test. Un test, selon le jour, il évaluera le temps normal ou la période de difficulté. Là, on a les deux éléments et donc on voit comment réagit la personne et ce qui permet de dire, eh bien, une personne qui est susceptible d'être sur un poste où il y a des difficultés, il y a des tensions, que ce soit avec des clients, que ce soit en termes de production, n'importe quoi, comment elle va réagir? Est-ce qu'elle va bien réagir ou est-ce qu'elle va être affectée par la difficulté? Et c'est là où on peut dire que l'ANC et le modèle est prédictif du succès sur un poste ou une fonction. Donc, si je continue à commenter cet exemple, sur les 6 items, là, on voit qu'il y a, sur la plupart des items, il est relativement stable dans ses réponses. Il y a 2 items où il est différent. Donc, sur la curiosité, je viens de le commenter. Puis sur la capacité de réflexion, là, on voit que quand il est en difficulté, par contre, là, du coup, il va sans doute, c'est assez paradoxal, mais il va chercher activement à comprendre les mécanismes qui sont en face de lui, et il va être encore un petit peu plus faire activer plus son préfrontal et être en capacité de réflexion encore légèrement supérieure à celle qui était en temps normal, qui était déjà plutôt bonne. Donc et alors effectivement, alors ensuite, quand est-ce qu'on est en temps normal ou quand est-ce qu'on est en difficulté? Eh bien, en fait, ça peut dépendre d'un certain nombre de facteurs, mais notamment des irritants. Les irritants qui sont les vôtres. Et on n'a pas tous les mêmes irritants. Parfois, certains arrivent. Il y a des irritants légers, puis des irritants beaucoup plus lourds avec lesquels on a du mal à transiger. Par exemple, la solitude. Pour quelqu'un qui la solitude, ça peut être un irritant très dur pour certains. Et quand on est dans des situations de repositionnement professionnel, passé à une certaine époque, je pense qu'on a pas mal d'utilisateurs dans ce cadre-là qui envisagent de devenir consultants indépendants. Il vaut mieux le savoir, et donc dans ce cas, ça n'obère pas cet avenir-là, mais simplement se mettre dans une situation, dans un collectif, où ils vont retrouver un collectif, justement. Donc, on va identifier les irritants importants quand ils existent. Tout le monde n'a pas des irritants, des choses qui vous rendent fou. Et puis, en face de chacun des postes, il y a des irritants qui sont plus ou moins facilement rencontrés. On voit par exemple, là, je suis toujours sur le même individu, il avait un certain nombre d'irritants importants, mais sur le poste en question, qui était un poste, je crois, de DRH, eh bien, les irritants qui étaient ceux du poste sont ici. Devoir prendre des décisions, devoir faire face à des situations d'exagération, la sédentarité, etc. Ces irritants ne sont pas des irritants pour lui sur ce poste, et donc il n'y a pas d'incompatibilité, au moins sur cet angle-là, pour le poste en question.
Alors, bien sûr, les outils de Nicolas sont analysés en permanence pour vérifier les paramétrages, la fiabilité, leurs apports. Et puis comme nous, on est tous passionnés par l'analyse, on a lancé une première étude statistique sur Ensemble, 3000 utilisateurs ensemble. On commence déjà à avoir des débuts de résultats, donc c'est intéressant. Alors, on a un premier résultat qui est très robuste statistiquement, c'est des corrélations. Et on voulait le partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait que la réussite perçue sur un poste est extrêmement corrélée à la capacité de gérer son stress et à l'expression de ses motivations intrinsèques dans son activité. C'est le fait qu'on puisse exprimer ses motivations primaires, celles qui nous donnent de l'énergie. Donc voilà le premier résultat qu'on pouvait partager avec vous sur quand même une base de données statistique importante. Et ça, c'est typiquement ce qu'on fait systématiquement pour s'assurer de la fiabilité de l'outil et essayer toujours d'aller plus loin pour proposer des services. Voilà, donc cette étude est en cours, mais c'est les premiers résultats évidents qui sont remontés. Elle n'est pas terminée. Et il y a un autre retour d'expérience. Alors, ces slides, vous les aurez, vous pourrez les télécharger et en cliquant sur la photo, vous irez sur YouTube écouter le témoignage d'Alvin Ramgobin, qui en fait dirige une équipe de plusieurs centaines de personnes autour de l'intelligence artificielle et du big data chez Inetum, qui est l'ancien GFI informatique, et qui témoigne 2 ans et demi après de la réussite de la mise en œuvre du questionnaire en question sur le recrutement de profils clés et rares qui étaient des data analystes, des data architectes et des data ingénieurs. Et donc, il avait préalablement un taux d'échec assez important dans le domaine du recrutement externe, avec des gens qui sont donc voilà des profils quand même assez chers. Et donc, il y a eu toute une démarche qui a été mise en œuvre, qui a consisté à étalonner le questionnaire en question auprès de la population de ces 3 différentes populations, avec les gens qui étaient les plus pertinents dans leur métier, de regarder ce qu'ils avaient en commun, de faire donc un échange, des interviews avec eux, de regarder sur tous ces sujets de motivation conditionnelle, inconditionnelle, les irritants, la capacité d'adaptation, etc. Qu'est-ce qui les distinguait des autres? Il fallait s'assurer aussi que ce soit suffisamment discriminant, parce que si tout le monde a les mêmes qualités et que pourtant il y a des taux d'échec de 60%, alors c'est que les éléments en question ne sont pas suffisamment discriminants. Et donc, après avoir fait tout ce travail, après avoir recruté à travers ces questionnaires et ce mode d'évaluation prédictif, donc là on est bien dans la prédiction, il témoigne d'un taux de succès de plus de 90%. De plus de 90%. Alors oui, à 2 ans, c'est énorme. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait passer cet inventaire à des gens qui étaient en interne pour essayer de faire du reskilling, c'est-à-dire d'essayer de trouver des gens qui étaient sur des fonctions, des postes, des activités qui étaient plutôt en baisse et de les repositionner sur ces activités qui étaient extrêmement sensibles, extrêmement critiques et sur lesquelles on n'arrivait pas à recruter. Parce que le recrutement, c'est interne, mais c'est aussi c'est externe, pardon, mais c'est aussi interne, c'est le reskilling et l'outil peut être utilisé pour cela. Et effectivement, Nicolas disait qu'on était sur des fonctions stratégiques pour son organisation, des fonctions avec des postes très chers, mais ça peut s'appliquer pour tout type de fonction. La seule chose, c'est qu'il faut identifier les soft skills qui sont nécessaires sur une fonction. Ça peut être, par exemple, pour certains, de la ponctualité, des postes de livreurs, par exemple. Ça peut être n'importe quelle nature de soft skills qui soit évaluée, calibrée, et on trouve les bons profils qui vont avec. Alors, je crois qu'il nous reste 6 minutes 30 pour prendre les questions. pour prendre des questions. On a été un peu bavard. Alors, je vois que pour l'instant, il y a une seule question, mais il y en aura peut-être d'autres. N'hésitez pas. Alors, je vous évoquais les biais du CV. Pourtant, il s'agit d'éléments discriminants dans le processus de recrutement. Quelle est pour vous la meilleure façon d'évaluer une candidature pour un filtre en premier niveau? Alors, comment dire, il y a des entreprises, peut-être est-ce votre cas, je pense à L'Oréal par exemple, qui reçoivent des centaines de milliers de CV de candidatures spontanées chaque année sur une marque employeur tellement forte qu'ils ont un vrai problème de filtre et de tri. Alors dans ce cas-là, effectivement, on le voit,
des outils qui disent s'appuyer sur l'intelligence artificielle, en fait, qui vont lire des CV et repérer un certain nombre de choses, vont pouvoir vous permettre de faire un premier filtre, un premier tri, une première orientation, d'envoyer les comptables vers la compta, les marketeurs vers le marketing, etc. Et d'avoir même un premier filtre à partir de critères qui seraient ceux de l'entreprise. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas complètement inutile dans le domaine des RH. Elle peut être très utile justement pour aller chercher une aiguille dans une botte de foin ou pour justement faire ce premier tri, filtre, orientation de CV vers les bons responsables. Mais ensuite, quand il s'agit d'évaluer de manière plus approfondie la candidature d'un individu, voilà, c'est là que nous intervenons. Alors, le CV, il y a des organisations qui l'ont abandonné. Hein. Il y a des organisations qui ont structuré un modèle avec simplement, les gens ne peuvent postuler qu'en ligne, et puis ils mettent juste les informations essentielles, c'est-à-dire les compétences qu'ils estiment avoir, et c'est ce qui permet de faire le premier tri pour poursuivre le processus. Donc, il y a plein de contournements possibles du CV. Il y a des recrutements sans CV aussi. Donc, bon, on peut inventer d'autres modèles. Je crois qu'il est intéressant de répondre. Je prends la deuxième question, Nicolas, si tu veux bien. C'est est-ce possible d'utiliser cette grille ANC auprès de lycéens? Eh bien oui. Alors, à l'INC, Institut Neurocognitivisme, nous avons une association sœur-fille qui s'intéresse justement aux jeunes. On développe des outils qui sont spécifiquement adaptés pour passer le questionnaire, le fameux questionnaire qui est structurant, qui sont adaptés à leur modalité de communication. Et avec Nicolas, d'ailleurs, on développe aussi de la gamification de questionnaires pour des publics qui ont moins l'habitude des termes standards, donc des personnes éloignées de l'emploi, par exemple, etc., pour que ce soit plus simple pour elles et qu'on utilise toujours la puissance du modèle ANC. Voilà. En gardant le même modèle, en fait, on est en train de développer, là, parce qu'on a gagné ensemble un très gros projet, orienté vers une population de jeunes. Donc, passer un questionnaire de 86 questions, puisque c'est de cela dont on parle. Hein. 86 questions, ça dure une bonne demi-heure. On se rend compte que peut-être sur une population de jeunes, alors du coup, on gamifie actuellement, ce questionnaire de manière à obtenir le même niveau de résultat, mais d'une manière beaucoup plus ludique pour cette population. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions qui pourront nous arriver après. De toute façon, vous pourrez nous contacter, bien sûr, parce que je crois que l'heure tourne. J'en profite pour faire de la pub. Il y a un autre webinaire sur les compétences 4.0 qui aura lieu sur Webikeo, un webinaire de l'INSEE avec Lindy van der Hout sur les compétences 4.0 le 17. Donc, vous pourrez vous y inscrire. Et un autre le 14 septembre sur la façon de reconnecter les gens au travail en cette période de reprise en utilisant les livres de fiction et l'approche neurocognitive et comportementale pour faire face aux enjeux de la reprise du travail. Donc, si on revient malgré tout sur le thème principal de notre sujet, c'est l'évaluation des soft skills en vue d'un job ou d'un poste, que ce soit en recrutement externe, en mobilité interne ou en repositionnement professionnel. On a bien un questionnaire d'évaluation de la dynamique comportementale, un questionnaire de personnalité également, car c'est une approche complémentaire. Et un gros travail, je ne sais plus si on l'a dit dans notre partenariat, on a établi des grilles de résultats un peu standards sur chacun des métiers possibles et imaginables. Ces grilles sont adaptables à chacun des métiers de nos clients. Un commercial, je vais reprendre toujours l'exemple de L'Oréal, c'est peut-être pas la même chose qu'un commercial dans la banque ou dans le conseil. Et donc, ces grilles-là, on va pouvoir les adapter au contexte de chacun de nos clients pour présenter des prédictibilités de succès dans la fonction ou des points d'attention, en disant bon, voilà, attention, c'est irritant, la solitude ou la sédentarité est quelque chose de très important pour lui, il faut en avoir conscience. Alors, j'ai une question de François qui nous demande si cette approche vise vraiment à l'épanouissement du recruté. Je pense que tu vas pouvoir répondre à cette question, Laurent. Oui, c'est notre objectif. Hein. Comme je le rappelle, ça fait partie de nos missions. C'est de faire en sorte que les gens soient épanouis sur leur poste, parce que c'est comme ça qu'ils sont les plus motivés, qu'ils ne s'épuisent pas, qui n'ont pas de RPS. Donc oui, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on constate, y compris dans des environnements qui sont parfois un peu durs, comme celui d'Inetom, hein, le client dont Nicolas parlait, parce que c'est vrai que
la boîte, le SN, hein, c'est quand même un environnement parfois un peu tendu. Donc, mais il y a des gens qui sont faits pour ça, qui aiment ça et qui se ressourcent en travaillant dans ce secteur. Donc là, la question de François, c'était bon, est-ce que c'est uniquement pour pas prendre de risques financiers pour l'employeur ou pour les deux aussi pour rendre service aux salariés? Oui, c'est dans les deux. L'idée, c'est que si les gens sont bons du coup droit et mauvais du revers, eh bien, mieux vaut continuer à les faire utiliser leur coup droit et qu'ils passent de bons à très bons plutôt que de mauvais à moyen du revers. Ça n'a jamais été très valorisant. Et donc, mettre les gens en situation de succès là où ils vont s'épanouir et se réaliser, c'est bon pour l'entreprise, mais c'est aussi bon pour les individus. Oui, c'est bon pour les deux, c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Et l'idée, c'est de faciliter le travail des talent managers et des RH en leur offrant des outils simples d'utilisation, mais qui reposent sur beaucoup de recherche. Et je crois que la cloche sonne pour nous dire que... C'est moi qui avais mis un tempo. Donc, eh bien, écoutez, on vous dit au revoir et on espère que ce qu'on vous a raconté vous aura intéressé. Vous pouvez bien sûr nous contacter pour en savoir plus et vous aurez les supports tels qu'on vous les a promis. Voilà. Et donc, sur ces supports, il y aura voilà, le lien vers la vidéo témoignage, notamment. Au revoir à toutes et à tous et merci de votre attention. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.